Bonjour, c'est Elena du blog Apprendre la peinture avec Elena. Et aujourd'hui, on va dessiner un paysage avec beaucoup de verdure dans les styles impressionnistes. Dans ce paysage, tout d'abord, on va voir comment réaliser un paysage au pastel dans le style impressionniste et deuxièmement, comment dessiner les verdures. Comment dessiner les verdures, c'est une question très difficile. Dans la plupart des paysages, on voit les arbres, les herbes, toutes sortes de verdures. Et je peux vous dire que la couleur verte, c'est une des couleurs les plus difficiles à peindre ou à dessiner au pastel. Donc maintenant, on va dessiner ce paysage au pastel sec. Donc voilà, je commence mon dessin préparatoire. Je vous rappelle que le dessin préparatoire pour le pastel se fait uniquement au pastel et jamais au crayon graphite. Car les traces de crayon ne se mélangent pas avec le pastel, donc si vous dessinez avec un crayon graphite, ensuite vous ne pourrez pas couvrir les endroits où votre crayon a laissé les traces avec le pastel. Donc, c'est toujours à éviter. Également, quand on dessine au pastel, on n'utilise pas la gomme. On corrige tout simplement notre dessin avec une autre couleur de pastel ou tout simplement on peut estomper ou parfois effacer nos traces de pastel avec un pinceau. Bien sûr, vous ne pouvez pas effacer complètement les traces de pastel, mais au moins les rendre plus clairs pour dessiner par-dessus, pour corriger. Donc voilà, dans le dessin préparatoire, on n'utilise jamais le crayon graphite ni la gomme. De toute façon, c'est pas grave. Notre dessin préparatoire pour le pastel ne doit pas être trop détaillé. Les détails, on va dessiner après, déjà en couleur. Le but de dessin préparatoire, c'est juste esquisser la composition et dessiner les grandes masses et les grandes formes. Pour faire un dessin préparatoire, vous pouvez en fait utiliser n'importe quelle couleur. Juste, je vous déconseille d'utiliser la couleur noire. Pour mes pastels, j'utilise souvent, pour faire le dessin préparatoire, l'ocre ou la couleur bleue. Car ce sont les couleurs qu'on trouve partout, donc ils ne seront pas déplacés. Et dans le dessin préparatoire, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs. Par exemple, comme moi dans ce dessin, je commence à dessiner avec l'ocre et ensuite je corrige avec des autres couleurs. Pourquoi pas? Et aussi, il y a une astuce pour rendre votre dessin préparatoire très correct. En fait, vous pouvez de suite dessiner avec les couleurs, dessiner plutôt avec le clair-obscur. Ça veut dire que vous dessinez de suite le volume. Le volume, en tout cas des objets qui ne sont pas très évidents pour vous. Quand on dessine de suite en volume, on met les hachures auxiliaires. D'ailleurs, ces hachures, après, vous pouvez les effacer facilement, ou bien, si c'est le cas du pastel, vous allez tout simplement retravailler par-dessus avec les autres hachures, avec une autre couche de pastel. Donc, quand on dessine en volume, notre cerveau capte beaucoup mieux la forme et arrive à voir de suite si cette forme est bien placée, si cet objet est de bonne taille, de bonne forme, s'il est bien construit. Si vous dessinez uniquement avec les contours, c'est beaucoup plus difficile à faire, car nous, on voit tout ce qui nous entoure en volume. On perçoit la nature en volume. On ne perçoit pas la nature en contour. Donc voilà, pour nous, c'est beaucoup plus facile de placer un objet, de comprendre s'il est de bonne taille, s'il est correct,
en dessinant de suite en volume. Bien sûr, à cette étape, vous ne devez pas dessiner les détails. C'est que le volume général. Et en plus, les hachures que vous mettez, ce sont des hachures auxiliaires. Vous allez couvrir par-dessus ces hachures avec une autre couche de pastel. C'est la même chose pour le dessin, pour n'importe quel dessin, au crayon, au pastel, même pour les peintures. Dans la peinture, vous pouvez faire toujours l'ébauche ou quand vous faites le dessin préparatoire pour les peintures, aussi hachurer avec votre pinceau. Bon, mais on revient vers le pastel. Donc voilà, vous faites les hachures auxiliaires et après, vous n'êtes pas obligé de les effacer comme si c'était le dessin au crayon, mais vous couvrez par-dessus tout simplement avec une autre couche de pastel. Vous modifiez directement sur votre feuille. Donc, à quoi encore il faut faire attention quand vous faites votre dessin préparatoire? Bien sûr, ici, il faut que votre perspective linéaire soit juste. Bien sûr, vous pouvez après corriger en dessinant déjà avec les couleurs, mais il vaut mieux de suite rendre la perspective correcte. Toutes les règles de la perspective linéaire ainsi que la perspective atmosphérique, vous pouvez lire dans mes articles dédiés à la perspective. Je vous ai mis les liens au-dessous de ce cours. Mais avant de lire ces articles, je vous propose tout d'abord de regarder cette vidéo en entier et après revenir vers les points les plus techniques et passer, si vous voulez, sur mon blog pour lire les articles dédiés à la perspective, au volume, au pastel, pour compléter l'information que je vous donne dans cette démonstration vidéo. Je vous rappelle également que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon bonus « Les 7 secrets de l'artiste peintre professionnel ». Je vous ai mis le lien au-dessous de ce cours. Donc voilà, quand vous faites le dessin préparatoire, il faut faire très attention à la perspective linéaire, mais aussi, ce qui est primordial, c'est la composition. La bonne composition, c'est 90% de succès de votre tableau. Donc, c'est le moment quand vous équilibrez votre tableau. Quand vous commencez déjà à travailler en couleur, là, ça sera plus compliqué de corriger votre composition, voire impossible. Donc, c'est le moment de faire une bonne composition. D'ailleurs, si vous dessinez un pastel de plus ou moins grand format, disons le format qui est plus grand que A4, je vous conseille de faire une esquisse. Faites attention que le fait de faire une esquisse, ça vous économise énormément de temps. Ne pensez pas que faire une esquisse, c'est une perte du temps. C'est au contraire. On économise énormément de temps. L'esquisse ne doit pas être grand, ne doit pas être très détaillée. Au contraire, vous ne devez pas dessiner les détails dans une esquisse, que les grandes masses et les grandes formes. L'esquisse, vous pouvez faire sur une feuille à part, et la taille de votre esquisse ne doit pas être plus que, disons, 10 sur 5 cm. C'est dans l'esquisse qu'on trouve la composition juste. Et après, c'est beaucoup plus facile de trouver la même composition sur notre feuille. C'est hyper important. Au-dessous de ce cours, je vous ai mis le lien également sur l'article des davantage. Donc, et quand notre dessin préparatoire est finalisé, on passe directement. D'habitude, je commence mes paysages par le ciel. Le ciel, ce qui est le plus propre dans votre paysage. Donc, les couleurs du ciel nous servent d'un point de départ pour notre paysage. Mais il y a aussi une autre raison pour commencer par le ciel. Le ciel, c'est ce qui est le plus propre. Donc, on doit absolument commencer par le ciel pour ne pas ramener dans le ciel les couleurs de la terre, les couleurs beueuses. Donc, quand on réalise un paysage, je conseille de toujours commencer par le ciel. Surtout, c'est vrai, pour les peintures à l'huile, les peintures acryliques, les gouaches, l'aquarelle, toutes sortes de peintures. Car après, quand on va travailler sur la terre, on va
mettre les couleurs de la terre sur notre palette, dans notre médium. Et ensuite, même si on lave bien nos pinceaux, si on nettoie notre palette et on change notre médium, on a quand même cette possibilité, un peu de risque, de ramener les couleurs de la terre dans le ciel. Et c'est absolument à éviter. Donc voilà, quand vous faites votre peinture, commencez toujours par le ciel et après, essayez de finaliser le ciel le plus vite possible et après, ne touchez pas le ciel après la terre. Ne retravaillez pas par-dessus dans la même couche. Pour le pastel, vous pouvez quand même revenir vers le ciel vers la fin de votre travail car dans le pastel, on ne mélange pas les couleurs sur la palette. On les mélange directement sur notre feuille ou sur n'importe quel support. Donc, on a moins de risque de ramener les couleurs boueuses dans le ciel. Voilà. Mais je préfère quand même dans le pastel, commencer par le ciel pour avoir ce point de départ. Avoir déjà mes couleurs de départ. Et donc, quand on travaille au pastel, on utilise le même principe que, par exemple, pour la peinture à l'huile. On doit couvrir le plus vite possible toutes les surfaces de notre feuille ou de notre toile avec les couleurs, le plus vite possible, pour voir déjà la gamme des couleurs en entier, pour voir notre tableau en entier. Et qu'après cela, on passe au détail. On met deuxième couche de peinture ou de pastel dans laquelle on travaille déjà en précision. On commence à ajuster la forme, à détailler. Mais cette première couche, elle est très importante. C'est là qu'on trouve la gamme des couleurs. Ici, on travaille sur les grandes masses, sur les grandes formes. On ne travaille jamais dans la première couche sur les détails. Et de toute façon, lors de votre travail, il faut aller toujours des grandes masses, des grandes formes vers les plus petites. Et jamais à l'inverse. Ne commencez pas à peindre ou à dessiner votre dessin au pastel ou, c'est vrai pour n'importe quelle peinture, par un objet ou un détail. Couvrez toujours le plus vite possible toutes les surfaces de votre feuille ou de votre toile ou de votre carton avec les couleurs et que après cela, commencez à ajuster les formes et à travailler sur les détails.
Maintenant, quand j'ai fait déjà ma première couche de pastel, je commence à travailler sur les couleurs, ajuster les couleurs, rajouter les nuances des couleurs, affiner la forme des arbres de cette petite maison. Et faites attention que, comme je travaille dans le style, disons, impressionniste, je n'estompe pas mon pastel. Je garde la structure du pastel et du papier. En fait, il y a plusieurs façons à travailler au pastel. Vous pouvez estomper la première couche et ensuite travailler par-dessus déjà avec les hachures sans estomper. Deuxième façon, vous pouvez tout estomper complètement. Dans la première couche, dans la deuxième couche, ça sera plus flou. Et la troisième façon, vous pouvez ne pas du tout estomper votre pastel. Voilà, tous les trois peuvent exister. Dans une autre démonstration où je travaille au pastel, où je réalise un paysage au pastel, j'estompe la première couche et deuxième couche, je n'estompe pas du tout. C'est dans mon cours vidéo comment dessiner un paysage au pastel. Je vous ai mis le lien également au-dessous de ce cours. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas du tout estomper mon pastel pour garder la texture. Je trouve que pour le style impressionniste, il est très important de garder cette texture. Ça donne une sensation de mouvement, d'air, de certaines libertés. Les touches noires du papier qu'on voit à travers la texture, les hachures de pastel, ça donne une certaine heure. C'est mon avis, c'est mon avis personnel. Mais je trouve que cette technique de pastel correspond à ce que je veux faire, à ce que je veux réaliser comme paysage dans le style impressionniste, dans les techniques impressionnistes. Donc voilà, je n'estompe pas, mais je rajoute beaucoup de nuances de couleurs. Et faites attention, quand je corrige la forme, quand je travaille sur telle ou telle forme pour la rendre plus juste, je travaille également en même temps sur les couleurs. À chaque fois, ça va ensemble, la forme et les couleurs. Mais faites attention que dans n'importe quelle peinture ou n'importe quel dessin, au pastel par exemple, c'est le clair-obscur ce qui est le plus important. Les couleurs sont toujours subordonnées aux valeurs de gris. Vous pouvez mettre les meilleures couleurs, mais s'il n'y a pas de structure des valeurs de gris, votre dessin sera en désordre, ou votre peinture, bien sûr. Donc, j'ai déjà parlé de ce fait qu'on change les couleurs sans changer les valeurs. Donc, quand vous dessinez en couleur, plissez souvent vos yeux. Par exemple, si vous travaillez sur la partie éclairée, vous pouvez mettre beaucoup de couleurs, mais ils doivent avoir les mêmes valeurs de gris, ou plus ou moins les mêmes, pratiquement les mêmes. Et dans les ombres, les couleurs doivent avoir également plus ou moins les mêmes valeurs de gris. Ça veut dire que quand vous plissez les yeux et vous regardez votre dessin, les couleurs que vous mettez sur les parties éclairées, par exemple, doivent avoir les mêmes valeurs. Quand vous plissez les yeux, vous ne devez pas distinguer les valeurs différentes, les valeurs de gris différentes des couleurs. Par exemple, le rouge peut avoir la même valeur de gris que la couleur bleue ou la couleur jaune. Ça dépend. Donc voilà, faites toujours très attention à ça. Je parle très souvent dans mes cours du fait de changer les couleurs sans changer les valeurs, car c'est très important pour unifier votre tableau, pour ne pas le rendre fractionné.
Et je vous rappelle que quand on travaille au pastel, pour rendre les couleurs plus foncées, on doit mettre au-dessous la couleur plus foncée, la couleur noire. Et pour rendre les couleurs plus claires, on peut mettre par-dessus ou au-dessous la couleur claire, la couleur blanche ou avec les nuances d'ocre, de jaune, de bleu, voilà, la couleur plus claire. Dans le pastel, on est obligé d'utiliser la couleur noire ou la couleur grise foncée pour rendre nos couleurs plus foncées. Mais on laisse quand même rarement la couleur noire pure. On doit mettre toujours par-dessus une autre couleur. Vous voyez ce que j'ai fait avec la fenêtre. J'ai dessiné la fenêtre avec la couleur grise foncée et par-dessus, je vais passer avec une autre couleur parce que, voilà, dans la nature, il n'y a pas de couleur grise, ni la couleur noire, ni la couleur blanche d'ailleurs. Ce sont toujours les nuances des couleurs. Donc, je vais toujours rajouter une autre couleur dans les mélanges. Par contre, la couleur grise dans le pastel, ça s'utilise aussi pour rendre les couleurs du pastel moins vives. Ça peut être la couleur grise foncée ou claire. Si vous passez par-dessus avec un peu de cette couleur, vos couleurs deviennent moins vives. Et parfois, on est obligé de faire ça pour intégrer mieux nos couleurs dans notre tableau.
Ici, dans le pastel, comme pour n'importe quelle peinture, et pour le dessin d'ailleurs, il y a une règle très importante. Je parle de cette règle à chaque fois, car c'est hyper important pour réussir votre peinture ou votre dessin. On doit toujours choisir si on travaille sur la lumière, sur les parties éclairées, si on détaille les parties éclairées ou si on détaille les ombres. On travaille sur les ombres. Quand on regarde la nature, on est incapable de voir en même temps les parties éclairées et les parties ombragées des objets détaillés pareils. Enfin, on voit en même temps, bien sûr, mais on se concentre ou bien sur les parties éclairées ou bien sur les parties ombragées. Quand on regarde la nature, notre regard, il saute de la partie éclairée vers la partie ombragée. Et comme ça, on perçoit la nature. Mais là, on peut se permettre de faire ça quand on regarde le vrai paysage. Car tout d'abord, on va regarder par exemple la lumière, les parties éclairées, et après, on va passer sur les parties ombragées. Mais on est incapable de voir les deux en même temps. Et si on rend dans notre peinture les parties ombragées et les parties éclairées pareilles, détaillées pareilles, avec beaucoup de détails, notre tableau va partir dans tous les sens. Il sera fractionné. Le regard de notre spectateur ne pourra pas se concentrer. Il va sauter tout le temps. Il va percevoir ce tableau comme quelque chose pas unifié, fractionné, alors que notre spectateur doit percevoir notre tableau comme un objet uni, comme l'unité. Donc, c'est hyper important. Il vaut mieux détailler moins que plus. Surtout, dans chaque tableau, on choisit. Si on détaille les parties éclairées, les ombres, on doit les rendre le plus unifié, le plus généralisé possible. Et au contraire, si on choisit de travailler sur les ombres, de détailler les ombres, c'est la lumière qui doit être unifiée, généralisée, pratiquement sans détail. Donc faites toujours très attention à ça. Et je vous rappelle que dans chaque peinture ou dans le dessin au pastel, on doit toujours utiliser la température des couleurs. Si les ombres sont froides, la lumière, les parties éclairées doivent être chaudes. Et au contraire, si les parties éclairées sont froides, les ombres doivent être chaudes. Quand notre paysage est éclairé par le soleil, forcément, toutes les parties éclairées seront chaudes, car dans les parties éclairées, on verra la lumière du soleil qui est chaud. Les rayons du soleil vont rendre les parties éclairées chaudes. Alors que dans les ombres, on verra les reflets du ciel froid. Donc, les ombres seront froides. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que les ombres doivent absolument être bleues. Ils peuvent avoir les nuances de violet, les nuances de vert froid, de rouge froid, pourquoi pas, comme par exemple à Lézarine ou Lac de Garance. Toutes les couleurs peuvent être chaudes et froides. Ça dépend des nuances. La couleur rouge peut être chaude et peut être froide. D'ailleurs, la couleur bleue, elle peut être plus chaude et plus froide. En général, bien sûr, la couleur bleue, elle est froide, mais il peut avoir les nuances plus chaudes et plus froides, comme n'importe quelle couleur. Et bien sûr, il y a toujours cette règle des couleurs opposées. Les couleurs opposées du cercle chromatique, c'est la base de la peinture. Si vous mettez les couleurs, disons, rouges, à côté, vous verrez la couleur verte. C'est la couleur opposée du cercle chromatique pour la couleur rouge. Donc, notre œil, il voit cette couleur à côté de l'autre. Je ne veux pas dire que ça sera la couleur ouverte, la couleur vive, mais vous pouvez voir les nuances de cette couleur. Par exemple, quand vous travaillez sur les arbres,
Si les arbres, disons, ils ont la couleur verte avec les nuances de jaune et d'orange, dans les ombres, on verra les couleurs opposées. C'est la couleur rouge, c'est la couleur violette et la couleur bleue. Dans les ombres du même arbre. Et c'est pareil pour n'importe quel objet et n'importe quelle couleur.
Parlons maintenant des arbres. Comment dessiner et peindre les arbres? Les arbres, en fait, c'est une forme, comme les autres, qui est soumise au volume général. Donc, ce qui est primordial, c'est de dessiner le volume général de l'arbre et après le volume de chaque branche. Quand vous dessinez un arbre, vous devez tenir dans votre tête les règles générales du volume. Que chaque objet il a la tache de lumière, la pénombre, l'ombre et le reflet ou la lumière réfléchie. C'est valable pour n'importe quel objet. Toutes les règles du volume, vous pouvez trouver dans mon article « Comment dessiner un volume ». Je vous ai mis le lien également au-dessous de cette vidéo. Également, ce qui est important quand vous dessinez un arbre, c'est de dessiner le portrait de cet arbre concret, pas de n'importe quel arbre. Tous les arbres sont uniques, comme nous, comme les animaux. On a tous notre personnalité, notre portrait. Et les arbres, les arbustes, les fleurs, tout ce qui est dans la nature, c'est pareil. Donc, quand vous dessinez un arbre, vous dessinez un arbre concret, avec son caractère, avec sa forme unique. Également, ce qui est très important, c'est la structure de cet arbre. Il doit être reconnaissable. On doit reconnaître plus ou moins qu'est-ce que c'est comme l'arbre, quelle espèce d'arbre vous dessinez. Est-ce que c'est un arbre, est-ce que c'est un marronnier ou un acacia? Votre spectateur doit reconnaître cet arbre. Je ne veux pas dire que vous devez absolument être très fort en botanique, mais vous devez remarquer la structure de cet arbre, la structure du feuillage, des branches, la façon comment il pousse. C'est très important également. Donc faites attention à ça aussi. Et encore une petite remarque. Chaque arbre, chaque espèce d'arbre a sa couleur, ses nuances de couleurs. Il y a les arbres qui sont en général plus froides, comme par exemple les oliviers. Ou par exemple, il y a les arbres qui ont le feuillage plus chaud en général. Par exemple, comme les chênes, les acacias d'ailleurs. Donc voilà, il faut toujours chercher les personnalités de cet arbre et de cette espèce d'arbre.
Faites également attention que quand je travaille sur les arbres, sur la verdure, sur le mur, sur la surface d'eau, je mets mes hachures en fonction de la forme des objets ou des surfaces. Pour dessiner les herbes au premier plan, je mets les hachures arrondies qui imitent la direction des herbes. C'est pareil pour les arbres. Je mets les hachures en fonction des branches et de la structure des arbres. Quand je dessine les surfaces d'eau, je mets mes hachures tout d'abord en vertical, car on a les reflets des arbres dans l'eau. Et donc, je dois montrer que ce sont les reflets. Donc, je mets mes hachures en vertical et bien sûr, je fais très attention pour que la construction de mon reflet dans l'eau soit correcte, correspondait plus ou moins de ce que je vois comme l'arbre. C'est très important. C'est pour ça que je vous mets mon article Comment dessiner l'eau et ses reflets au-dessous de ce cours pour que vous puissiez, si vous voulez, jeter un coup d'œil là-dessus. Et donc ensuite, pour montrer les surfaces d'eau, je vais hachurer déjà en horizontal. Pas partout, mais je vais mettre quand même quelques traits horizontaux sur les surfaces d'eau. Comme ça, je montre qu'il y a les reflets avec mes hachures verticales et je montre que la surface d'eau est quand même horizontale. Donc je mets mes hachures également en horizontal. C'est tout à fait pareil pour n'importe quelle surface. Sur les surfaces du mur, je mets principalement mes hachures en vertical. Les surfaces de la maison, la côté facial et latéral de la maison, c'est pareil. Mes hachures vont principalement en vertical, parfois en horizontal si on prend le toit. Mais par contre, sur le toit, faites attention, je mets mes hachures en fonction de la perspective du toit. Je mets mes hachures en diagonale, mais selon la perspective du toit.
Quand vous dessinez un paysage au pastel, comme dans n'importe quel paysage, vous devez faire très attention à la perspective atmosphérique. Plus l'objet se trouve près de chez nous, plus il est contrasté et plus l'objet s'éloigne vers la ligne d'horizon, plus il est clair, il perd ses contrastes, il devient plus bleu car l'air il a sa couleur et c'est la couleur bleue. Donc les objets qui se trouvent au deuxième, au troisième plan, ils prennent cette couleur bleue. En général, ils deviennent plus froides. Les ombres au premier plan sont toujours plus foncées qu'au deuxième et encore au troisième plan. Plus l'objet s'éloigne vers la ligne d'horizon, plus il perd ses contrastes et son volume. Donc les objets au premier plan sont beaucoup plus volumineux qu'au deuxième et encore au troisième plan et plus loin. Donc, dans chaque tableau, il faut faire très attention à la perspective atmosphérique. Il faut vraiment distinguer les plans. Montrer que, voilà, ça c'est le premier plan, il est le plus contrasté, plus foncé, plus chaud. Deuxième plan, moins chaud, moins contrasté. Troisième plan, encore moins, etc., etc. Pour voir cette différence des plans, il y a plusieurs solutions. Pour voir le clair-obscur, la meilleure solution, c'est de regarder souvent votre tableau en plissant les yeux. Mais pour voir vraiment la différence, il faut utiliser la méthode de comparaison. Quand on dessine ou on réalise n'importe quelle peinture, on doit comparer les couleurs, les bleus avec les bleus, les rouges avec les rouges, les vertes avec les vertes, les jaunes avec les jaunes, pour voir les différences de ces couleurs, les nuances de ces couleurs. Mais aussi, on doit comparer les valeurs. Par exemple, les valeurs gris de premier plan et de deuxième plan. Mais comparer toujours la lumière, les parties éclairées des objets au premier, au deuxième, au troisième plan, avec les parties éclairées. Et les ombres avec les ombres. Comme ça, vous verrez la différence entre les ombres de chaque plan et entre la lumière de chaque plan. Et également entre les couleurs, par exemple des ombres. Quelle est la couleur des ombres, par exemple, des arbres au premier plan, de la verdure tout simplement, au deuxième plan, au troisième plan, etc. Également, comparer les tailles des objets, leur place dans votre paysage, les proportions. On peut voir les vraies proportions uniquement en utilisant cette méthode de comparaison. Comparer les parties, par exemple, de la maison. Par exemple, quelle est la taille du toit par rapport au mur de la maison? Et quelle est la taille en général de cette maison par rapport à toutes les surfaces de ce tableau? Voilà, la méthode de comparaison, elle est hyper importante. C'est la base de la peinture et du dessin. C'est que comme ça qu'on voit la différence. Et c'est que comme ça qu'on perçoit le monde qui nous entoure. On voit tout en comparaison. Quand on regarde la nature, on voit, par exemple, qu'un arbre est plus, disons, est plus jaune ou plus verte que l'autre arbre, tout simplement parce qu'on a un arbre à côté. Sinon, comment on peut savoir si cet arbre est verte ou jaune ou quelle nuance de couleur? On doit toujours comparer. On doit toujours avoir quelque chose avec quoi on peut comparer. Mais quand on regarde la nature, on le fait, notre cerveau le fait automatiquement. Et quand on réalise notre peinture ou notre dessin, c'est là que tout au début, on doit penser à ça, on doit penser à comparer, et après, avec un peu d'expérience, vous allez le faire automatiquement.
Et bien sûr, n'oubliez pas que votre premier plan doit être beaucoup plus détaillé que le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Toujours, tout ce qui est plus proche de nous, c'est toujours beaucoup plus détaillé. Et parfois, ça fait une sorte de coulisse, comme dans ce tableau, par exemple. Le feuillage au premier plan, ça fait une sorte de coulisse pour ce paysage. Il fait entrer le regard de notre spectateur dans le paysage. Il ne laisse pas sortir le regard de notre spectateur au niveau de composition de notre paysage. Voilà, notre paysage est pratiquement terminé. Je vous invite de regarder quand même cette vidéo jusqu'à la fin. Vous abonner sur ma chaîne YouTube et cliquer sur une cloche pour être averti de toutes mes nouvelles vidéos. Et bien sûr, si vous avez aimé, ce court vidéo, n'oubliez pas de le liker et de le partager. Et n'oubliez pas que vous pouvez me poser toutes vos questions au-dessous de cette vidéo dans les commentaires. Je ferai tout mon mieux pour vous répondre le plus vite possible. Je suis toujours contente de vous aider. Merci et à bientôt!